que les industries, ça concerne aussi le grand public. Parce que malheureusement, nous avons des politiques économiques, la destruction de l'agriculture familiale, par exemple, l'apparition de déserts ruraux, la grande diagonale du vide. Il y a en France des départements entiers qui sont de plus en plus vides. Je ne vais pas citer de départements pour pas être désobligeant. Ce sont d'ailleurs des départements magnifiques. Enfin, on assiste à des agglomérations où il y a de plus en plus de densité et puis de l'exode rural qui continue. Ce qui est catastrophique. Mais c'est directement lié à la disparition des agriculteurs familiaux. Maintenant, vous ne pouvez plus être rentable. Ça dépend des productions, si c'est de l'élevage, si c'est des céréales, si c'est du lait, des choses comme ça. Mais enfin, il y a une course à l'augmentation de la taille des exploitations qui est délibérée, voulue par l'Union européenne. Les articles 38 et 39 du traité de l'Union européenne qui imposent à la politique agricole commune la poursuite de l'augmentation de la productivité. C'est le seul objectif qui soit fixé par la politique agricole commune. C'est affreux dans les traités. C'est affreux. Normalement, des traités bien conçus auraient dû prévoir, oui, une augmentation de la productivité, mais ils auraient dû prévoir que c'était un des objectifs à poursuivre, concomitamment et n'étant pas nécessairement en premier plan par rapport, d'une part, au maintien d'une activité en zone rurale, du maintien des terroirs, parce que les agriculteurs, les paysans, ils contribuent au maintien des traditions, au maintien des terroirs. Ça aurait dû être également l'objectif de la qualité gustative et organoleptique des aliments, le maintien des traditions, tout ça aurait dû justifier un aménagement du territoire, comme on expliquait. Alors, comme il n'y a plus ça, comme on a assisté à un exode rural, on a assisté aussi au développement, à l'hypertrophie de l'urbanisme commercial, comme on dit, qui va d'ailleurs de pair avec l'artificialisation des sols. Et vous avez des quantités de préfectures en France qui se sont transformées sur le modèle des grandes villes américaines. C'est-à-dire quand vous arrivez dans la banlieue de Nevers, quand vous arrivez dans la banlieue de Bourges, vous arrivez dans la banlieue de Rennes, etc., dans toutes les grandes villes, vous avez des kilomètres et des kilomètres, vous traversez des zones industrielles où vous avez Bricorama, Groupama, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, voilà, des jardineries, comment dirais-je, des ventes de véhicules automobiles, des concessionnaires, tel ou tel véhicule. Voilà, vous avez que ça sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Voilà. Et puis, vous avez aussi des buffets à volonté chez un Chinois, etc., etc. Vous avez que ça. Et le résultat des courses, c'est que les commerces dans les petits villages ont diminué. Les petits villages, leur population a diminué. Les restrictions budgétaires ici ou là, notamment dans l'éducation nationale, hop, on ferme des écoles, on ferme des bureaux de poste, le village meurt. Vous avez toute une série de villages qui sont sur le déclin. Le résultat, c'est quoi ? C'est que vous avez des Français qui vivent en zone rurale, qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller au boulot. La distance moyenne par rapport au travail s'est allongée. Pareil d'ailleurs dans les très grandes villes, puisque les Français, par exemple les Parisiens qui arrivent à se loger à Paris, il faut se lever de bonne heure. Hein. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, que ce soit pour acheter des appartements, c'est extrêmement cher, bien entendu, mais même pour être locataire, c'est absolument hors de prix. Donc vous avez, c'est d'ailleurs dû aussi au passage au fait de la libre circulation des mouvements de capitaux imposés par l'Union européenne, parce que le phénomène nouveau dans certaines des grandes villes, c'est ce qu'on appelle des villes-mondes maintenant. Vous connaissez. Pourquoi, par exemple, le prix de l'immobilier à Paris, à Nice, à Cannes, etc., a explosé ? Alors qu'au fin fond de la Corrèze ou du Jura, il n'y a plus personne et qu'on n'arrive plus à vendre quoi que ce soit. Et le prix de l'immobilier vaut plus rien. C'est parce que vous avez ce phénomène d'exode rural dont je viens de parler, qui est corrélé aux choix macroéconomiques qui ont été faits de supprimer les agriculteurs ruraux, de supprimer les services en zone rurale. Mais c'est corrélé aussi avec cette libre circulation des capitaux qui favorise les méga-exploitations agricoles, mais qui favorise aussi le marché de l'immobilier qui est devenu un marché mondial. Parler à des promoteurs immobiliers ou à des agents immobiliers parisiens, par exemple, qui en France, quel Français peut encore s'acheter un appartement à Paris avec vue sur Seine ?
Il y a des vieilles familles, hein. Mais s'il y a des héritages et qui sont obligés de vendre, c'est plus des Français, hein. Ce sont des oligarques, ce sont des Américains, ce sont des Chinois, ce sont des Japonais, des Émiratis, des Qataris, des Ukrainiens qui sont nouveaux sur le marché. Ils ont plein d'argent, n'est-ce pas? Maintenant, Zelensky et sa bande, ils achètent des palais, et en veux-tu, en voilà. Donc il y a un phénomène de hausse des prix vertigineuse dans l'hyper-centre-ville, l'hypercentre comme on dit, des zones comme par exemple à Paris, l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, tout ce qui borde les quais de Seine, mais également quelques quartiers très huppés comme le 6e, le 7e arrondissement, voilà, le nord du 16e, etc., sont en fait de plus en plus possédés par des étrangers. Alors, il y a un phénomène très important, c'est que les Français qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas multimilliardaires, ben, ils achètent un petit peu ailleurs. Ils achètent dans des quartiers un petit peu moins prisés. Et puis les gens, les cadres supérieurs, qui ont moins d'argent que les Français les plus fortunés, mais qui ont quand même un peu d'argent, ben eux, ils achètent dans des quartiers encore moins prisés. C'est pour ça que vous aviez des quartiers qui étaient des quartiers très populaires qu'il y avait à Paris, qui sont en voie de ce qu'on appelle la gentrification, où c'est de plus en plus cher. Ah, parce que c'est... Et puis de proche en proche, ça atteint la banlieue. Maintenant, vous avez des banlieues comme Levallois, ici les Moulineaux, Neuilly, j'en parle même pas, mais aussi les Lilas, mais même Saint-Ouen, etc., tout autour de la région parisienne, qui ont bénéficié, Vanves et compagnie, qui ont bénéficié d'une augmentation du prix. Et donc, les employés, les gens modestes, pour pouvoir se loger, sont obligés d'aller de plus en plus loin. Et donc, ils ont recours soit aux services de transport en commun, beaucoup, soit à la voiture individuelle. Et c'est là que se pose effectivement, avec toute son acuité, la question qui a été développée, que ce soit des catégories modestes qui ont été chassées des centres-villes les plus chers, ou que ce soit des ruraux qui habitent dans un village où ils sont nés depuis, et puis qui maintenant leur travail est situé à 18 kilomètres. Hein, moi, je connais bien dans le village de la Nièvre. Si vous voulez, si vous êtes natif de Donzy, pour trouver un métier à Donzy, faut se lever de bonne heure. Donc, vous trouverez plus facilement peut-être à Cosne-sur-Loire, mais qui est à 20 kilomètres. Et peut-être ça sera pas à Cosne-sur-Loire, ça sera à Nevers. Mais Nevers, alors là, c'est à 60 kilomètres. Ou sinon, ça sera à Paris directement. Mais là, il faut prendre le train. Et ça fait 2 heures de train le matin, 2 heures de... C'est ce qu'on appelle les rurbains. Hein, ces néologismes qui sont là. Et donc là, ben, ça fait effectivement des dépenses. Alors maintenant, une fois qu'on a décrit le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier problème, déjà, c'est qu'il n'aurait pas fallu se mettre dans ce pétrin. Voilà. Moi, je veux bien apporter des solutions, mais il faut voir aussi qui a créé les problèmes et pourquoi. Donc si nous, on arrive au pouvoir, la première chose qu'on fera, outre qu'on annoncera la sortie de l'Union européenne, on annoncera qu'on arrête les sanctions à l'égard de la Russie. Et nous essaierons de faire comme le font d'ailleurs les Hongrois, parce que le changement de pouvoir à Budapest avec M. Magyar qui a remplacé M. Orbán, M. Magyar, tout en étant pro-européen, a fait copain, est toujours copain avec les Russes pour avoir du gaz bon marché. C'est fondamental. Donc nous, on essaiera de nouveau d'avoir de l'énergie et de se remettre en bons termes avec la Russie, comme on l'a toujours été d'ailleurs. Et là, évidemment, aux grandes dames des Américains qui veulent nous fourguer leurs trucs extrêmement polluants, là, leur gaz de schiste traité, à des prix hors de prix. Donc la première chose, c'est déjà de remédier au problème de départ. Si j'arrive au pouvoir, on essaiera de se remettre en bon terme avec la Russie, on essaiera de se remettre en bon terme avec un certain nombre de pays du monde arabe ou du Maghreb, je pense en particulier à l'Algérie. Personnellement, je l'ai montré dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure, la vidéo récente sur l'Algérie, je pense que la France a un intérêt vraiment important à renouer des relations satisfaisantes avec l'Algérie, ce qui ne veut pas dire faire preuve de complaisance. Mais les rodomontades et les moulins à vent de M. Retailleau ont mené à quoi en définitive?